Le Cameroun, pays mosaïque, compte 200 ethnies, autant de partis politiques, de nombreuses religions et croyances et deux langues officielles, l'anglais et le français. C'est l'un des rares pays d'Afrique à avoir su préserver son institution parlementaire depuis sa création. En attendant la mise en place du Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui remplit les fonctions parlementaires. Son hémicycle accueille 180 députés issus de plusieurs formations politiques. Mais quelle est l'histoire du Parlement et de la démocratie camerounaise? Les différents gouvernements qui se sont succédés au Cameroun ont laissé en place plusieurs chefferies et autorités traditionnelles qui détiennent des coutumes ancestrales. Quelle pourrait être leur contribution dans la quête que mène le Cameroun d'une démocratie qui tienne compte de sa diversité culturelle et de son héritage colonial? Il y a une tendance dans les pays occidentaux à croire que les Africains ont été initiés à la démocratie pendant la période coloniale. Avant même la colonisation, quand on regarde bien le fonctionnement de la société, on trouve que dans plusieurs parties de notre pays fonctionnaient déjà des espèces d'assemblées qui ne disaient pas leur nom, avec des notables, ce n'étaient pas des députés élus, mais c'était des personnages de la localité reconnus d'abord par leur âge, et puis par leur prestance, par leur droiture, et qui étaient regroupés autour d'un chef pour gérer les affaires de la localité. Prenons par exemple le royaume traditionnel de Nso, d'où je suis originaire. La sélection des candidats pour le poste de Thon, c'est-à-dire de roi, selon la tradition Nso, s'effectuait parmi un nombre élevé de princes éligibles. La sélection s'opérait selon des critères de majorité, de force de caractère, de dévouement et d'engagement à l'égard du peuple et du royaume. Ainsi, les membres du conseil électoral désignaient de manière consensuelle la personne la plus apte à devenir roi. Mais personne n'était exclu s'il perdait. Et s'il est vrai que l'on se souvient de quelques cas de princes en désaccord qui quittèrent la communauté pour former leur propre clan suite à l'une de ces élections, c'est un fait qui ne s'est plus produit depuis longtemps. Depuis le XVe siècle, les clans Sawa occupent les bords de l'océan Atlantique et les rives du fleuve Rio dos Camões qui a donné son nom au Cameroun. Les Anglais entretiennent des relations religieuses et commerciales avec ces peuples depuis le début du XIXe siècle. Plusieurs chefs sont intronisés au nom de la reine d'Angleterre par le consul anglais installé à l'île de Fernando Po. Et pourtant, en 1884, 3 rois Sawa préfèrent conclure un traité de protectorat avec les Allemands selon un rituel datant de leurs origines en Égypte antique. Les Allemands violent ces accords et pénètrent à l'intérieur du territoire malgré la résistance des habitants. Pour les clans Sawa, c'est un véritable parjure. La Première Guerre mondiale pousse les Allemands à quitter le Cameroun à travers la guerre que les Anglais et les Français vont mener contre les Allemands et ces vainqueurs vont se partager le territoire. La brutalité de la présence allemande eut pour conséquence d'unir le peuple camerounais. Et tout particulièrement lorsque, une fois les Allemands partis, les Anglais et les Français décidèrent que le territoire devait être divisé. Les populations se déclarèrent unanimement contre et de nombreuses pétitions furent envoyées à la Société des Nations et plus tard aux puissances internationales afin de réclamer que l'administration du Cameroun soit confiée dans sa globalité soit aux Britanniques, soit aux Français. La Société des Nations ignore la volonté des populations.
Le territoire annexé en 1911 par l'Allemagne est restitué à l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Le reste du Cameroun est placé sous mandat français et britannique, confirmant ainsi le partage de ce pays en 2 territoires. L'AEF peut ainsi avoir accès à l'océan Atlantique. La partie du territoire confiée à la Grande-Bretagne est intégrée au système administratif du Nigeria voisin. Les Britanniques introduisirent le concept d'administration indirecte. Cette administration indirecte consistait à reconnaître les institutions traditionnelles, les institutions politiques, les chefs et les rois, et à les laisser gouverner leur peuple, administrer leur territoire sous le contrôle britannique. Les Français, dans le système de l'assimilation qu'ils vont mettre en place, ne cherchent pas en réalité à avoir l'opinion de la population. Essaient d'imposer leur civilisation à travers un certain nombre de chefs, les chefs traditionnels ou des chefs administratifs qu'ils vont créer, qui vont être leurs auxiliaires. Les récalcitrants, tels le roi Njoya de Fumban, sont destitués et exilés. C'est aussi le cas du chef supérieur des Ewondo, Charles Atangana, protecteur des missionnaires catholiques allemands. Il est exilé en Espagne. Sous la pression des populations, Charles Atangana est rappelé à Yaoundé et replacé à son trône. Il prend une part active au mouvement des chefs qui, avec le colonel Leclerc, prépare l'arrivée du général de Gaulle à Yaoundé en octobre 1940. C'est dans son palais des Foulanes, à la périphérie de Yaoundé, que ces chefs traditionnels entourés de toutes les populations adhèrent à la France libre. Tout vient avec la Deuxième Guerre mondiale. Et la France a la malchance d'être très vite vaincue par les Allemands qui envahissent la France. Et vous savez que c'est à ce moment-là que le général de Gaulle va jouer les rebelles en s'installant en Angleterre et en faisant sa fameuse proclamation du 18 juin qui disait que les Français ont perdu une bataille mais qu'ils n'ont pas perdu la guerre parce que la France a derrière elle un empire. Le 8 octobre 1940, de Gaulle, après les déboires de Dakar, va débarquer et être reçu comme un chef d'État qui arrive dans son premier territoire, qui était le Cameroun. Il a d'abord commencé avec un symbole fort que les Bétis ont voulu faire avec lui, c'est-à-dire signer un pacte traditionnel qui est symbolisé par cet arbre que vous voyez. L'arbre a été planté ce jour-là d'une façon mystique puisque le bourgeon a été traité par les grands mages Bétis. Il n'y a pas eu de discours ici. Il y a eu la cérémonie. Et il y a eu une déclamation dès que De Gaulle a fermé le trou autour du bourgeon. Charles Atangana a appelé les Bétis. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, nous scellons notre alliance avec la France, représentée ici par le général de Gaulle. Atarga Bordi, Aedobi Tabia, Imamazonala, Yepnema, Ya, Yepnema, Ya, Yepnema. C'était donc la demande de ce plébiscite des populations. Ce n'est plus le chef qui répondait, c'est l'ensemble des populations qui se tenaient ici jusqu'à l'entrée, à la montée vers le grand séminaire. La levée en masse des populations va s'effectuer sous l'égide des chefs sans problème. Des jeunes Camerounais vont s'enrôler dans les troupes du général Leclerc. Donc ces colonies vont tellement aider la France à se remettre dans le concert du monde que le général de Gaulle convoque à Brazzaville la première conférence franco-africaine, si on peut le dire, de 1944. La conférence de Brazzaville a trouvé des moyens d'amener les Africains à participer à la gestion de leur territoire, notamment
l'interdiction du travail forcé de l'indigénat, notamment la création des syndicats, la création des partis politiques et la création des assemblées locales, avec possibilité aux Africains de participer aux assemblées métropolitaines. Le 13 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations unies confie à la France et la Grande-Bretagne la tutelle du Cameroun. Elle prescrit à ces deux pays de prendre des mesures permettant le développement d'organes démocratiques représentatifs. La France va, elle aussi, créer la première assemblée locale, qui sera l'ARCAM, l'Assemblée représentative du Cameroun. Cette assemblée représentative du Cameroun qui aura pour objet, en fait, d'amener certains Camerounais, qu'on pourrait appeler parlementaires, à donner un point de vue sur les problèmes financiers, les problèmes sociaux. C'était dans un premier temps un mode de désignation indirect. On choisissait parmi les chefs et autres ceux qui étaient considérés comme évolués. Par la suite, il y a eu élection. C'était un suffrage, en fait, il était limité à des gens qui avaient déjà une certaine idée de la civilisation française. Certains chefs et notables, notamment ceux du Nord, restent en retrait et conservent leur culture traditionnelle. Le premier parti politique, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, est créé en 1948 par Ruben Oumniobé. Ce parti jugé pro-communiste, à tort ou à raison, inquiète la France. On s'est rendu compte que dans l'ARCAM, la représentativité indigène, comme on l'appelait, les citoyens, n'était pas suffisamment importante du côté des indigènes. Et ici même, on va assister à une particularité. Un personnage comme le docteur Ojula va se faire élire, mais sous le label indigène. Pour la première fois, depuis l'ARCAM jusqu'à l'ATCAM, on va autoriser les parlementaires camerounais à donner un point de vue politique et qui sera la condamnation du voyage de Oumniobé aux Nations Unies. L'ATCAM va déclarer que Oumniobé, n'étant pas parlementaire, ne pouvait pas représenter, n'était pas un représentant du Cameroun, même si il partait aux Nations Unies avec le label d'un parti politique légalisé, qui était l'Union des populations du Cameroun. L'UPC, à partir de 1955, entre dans une sorte de lutte armée pour revendiquer l'indépendance. S'appuyant sur la Charte des Nations Unies et l'accord de tutelle, la Grande-Bretagne divise la partie du territoire qui lui a été octroyée en deux parties distinctes, rattachées chacune à une région du Nigeria. Une conférence fut convoquée à Manthe pour discuter du futur du Cameroun, eu égard à la politique nigériane. C'est là que fut prise la décision de séparer le Cameroun du Nigeria oriental et d'en faire une région autonome. En 1954, siégé pour la première fois de son histoire, le Parlement du Cameroun méridional. Il était composé de 13 membres officiels élus et de membres non officiels dont la fonction était de représenter les femmes ou d'autres institutions. Enfin, il y avait d'ex-parlementaires britanniques chargés d'assister les nouveaux parlementaires dans la mise en place de ce qu'ils pensaient devoir être un système démocratique à la britannique. Les Français se rendent compte qu'il y a suffisamment de mouvements dans les colonies et qu'il vaut mieux jeter du lest. Et c'est à ce moment-là qu'on va discuter en métropole de la fameuse loi cadre, la loi Gaston Defferre. On va d'abord supprimer l'Assemblée qui existait de l'ATCAM pour permettre un nouveau choix des personnalités politiques
qui devrait se prononcer sur l'application de la loi cadre au Cameroun. Et cette nouvelle assemblée va donc être mise en place en 1957 et elle va se prononcer sur l'application de la loi cadre sur le Cameroun et cette assemblée sera transformée en assemblée législative du Cameroun. On passera donc de l'ADCAM à l'ALCAM. Et la particularité de l'ALCAM, c'est que les élections vont se faire au suffrage universel. En 1957, le premier gouvernement va être formé par André Marimbida, qui est le tout premier Premier ministre. Ce nouveau statut a fait que le Cameroun, qui n'était jusque-là qu'un simple territoire sous tutelle de la France, est désormais un véritable État. Le Cameroun accepte une sorte de bicéphalisme, c'est-à-dire un gouvernement sous tutelle qui est dirigé par un Camerounais et un haut commissaire qui continue à représenter la France. Lâché par la France, André Marimbida doit démissionner le 18 février 1958 à la suite d'une motion de censure déposée à l'Assemblée par plusieurs groupes politiques. Amadou Ahidjo, ancien vice-premier ministre, lui succède. André Marimbida entre dans l'opposition parlementaire. À la demande de l'ALCAM, la France accorde l'autonomie complète le 30 décembre 1958 en vue de l'indépendance prévue le 1er janvier 1960. On a pu assister à un débat démocratique dans le Cameroun méridional. Chacun avait son opinion quant à la conduite à tenir. 3 groupes principaux émergèrent. Le premier réunissait tous ceux qui étaient favorables à l'unification. Le deuxième groupe était constitué de ceux qui étaient effrayés à l'idée d'abandonner le Nigeria anglophone et de tout recommencer avec le Cameroun francophone. Ces personnes voulaient rester rattachées au Nigeria. Puis il y avait un groupe important soutenu par les autorités traditionnelles. Même si à l'avenir, on pouvait envisager une unification avec le Cameroun francophone ou une intégration avec le Nigeria, ils pensaient que dans un premier temps, il était préférable pour le Cameroun méridional, et d'ailleurs pour l'ensemble du Cameroun britannique, de devenir indépendant sans aucun rattachement. Des élections opposent le KNDP à l'alliance KNC-KPP le 24 janvier 1959. Ces élections furent organisées dans l'espoir que si l'un des deux camps l'emportait par une large majorité, ce camp pourrait déterminer l'avenir du Cameroun anglophone. Mais les résultats furent les suivants. 14 sièges pour le KNDP et 12 sièges pour l'alliance KNC-KPP. L'écart était trop insignifiant. Dès lors, vint l'idée d'organiser un référendum, un plébiscite pour décider de l'avenir du Cameroun. L'idée fut soumise aux Nations Unies à New York, mais les Anglais s'opposèrent à cette demande, arguant que le Cameroun méridional ne serait pas viable, qu'il ne pourrait pas être viable économiquement s'il devenait indépendant. Ils recommandèrent donc que le choix posé lors du plébiscite prévoit soit l'indépendance avec unification, soit l'indépendance avec intégration. John Goufoncha, vainqueur, est nommé Premier ministre le 30 janvier 1959. Il entame les tractations avec son homologue Amadou Ahidjo. La présence à Yaoundé du Premier ministre de notre Cameroun, M. Foncha, semblait de bon augure pour la réalisation de la réunification des deux pays que le traité de Versailles avait séparés en 1919. À la veille de l'indépendance, Amadou Ahidjo obtient du Parlement les pleins pouvoirs pour continuer les négociations avec la France, légiférer et préparer la Constitution. Il y a d'abord eu
l'autorisation donnée par le Parlement camerounais pour la levée de la tutelle. Il y a eu la levée de la tutelle effective par les Nations Unies et enfin la proclamation de l'indépendance. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. Avec le départ de M. Touré, s'arrête la liste des 19 commissaires, puis hauts-commissaires de la République française, qui, depuis le général Emmerich en 1916, se sont succédés au Cameroun. Dès la fin des festivités, l'activité politique s'intensifie. Le 15 janvier 1960 a eu lieu dans la salle des séances de l'Assemblée législative et sous la présidence de M. Amadou Ahidjo, chef de l'État, la séance inaugurale du comité consultatif constitutionnel. Le projet de constitution est adopté par référendum le 21 février 1960 et promulgué le 4 mars suivant. Des élections législatives ont lieu le 10 avril 1960 et donnent naissance à la première Assemblée nationale du Cameroun. M. Guimayou Epi Louis, député du Mongo, est élu président par acclamation. L'Assemblée nationale procède à l'élection du premier président de la République le 5 mai 1960. Par 89 voix sur 99 votants, M. Amadou Ahidjo est élu président de la République camerounaise. Solennellement, devant Dieu et devant les hommes, je remplis loyalement les hautes fonctions qui m'ont été confiées. Au cours des mois qui suivirent, les diverses institutions de la République allaient être progressivement mises en place. C'est ainsi que les magistrats de la Cour suprême allaient solennellement prêter serment au chef de l'État. Les plébiscites ont lieu les 11 et 12 février 1961. Le Cameroun méridional choisit le rattachement au Cameroun francophone, tandis que le Cameroun septentrional opte pour l'union avec la Fédération nigériane. En juillet 1961, le sultan de Fumban organise une conférence entre les délégations de Yaoundé et de Bouéa. Les Camerounais de la zone de colonisation anglaise et les Camerounais de la zone de colonisation française se retrouvent pour bâtir ensemble une constitution qui permettra la jonction des procédures entre les deux systèmes. Nous allons donc, avec cette conférence de Fumban, aboutir à la mise en place d'un Cameroun fédéral. Un Cameroun fédéral qui, sur le plan parlementaire, va fonctionner avec une assemblée fédérale et deux assemblées fédérées. L'indépendance du Cameroun méridional est survenue au moment de l'unification courant octobre 1961. C'est la période de la guerre froide. Au souci de construire une nation homogène s'ajoute la hantise du communisme. Le pays était assez désorganisé. Le régime camerounais se devait d'être assez dur, assez fort pour éviter l'éparpillement que certains pays ont connu. On assiste à ce sabordage des partis politiques en un seul parti qui est l'UNC. Et c'est pour ça que l'UNC avait toujours beau jeu de dire. L'UNC n'est pas un parti unique, mais c'est un parti unifié, faisait la nuance. Ce parti unique a créé une espèce de creuset, une espèce de moule, qui a formé donc les hommes politiques d'après-indépendance. Et ces hommes politiques étaient adeptes du consensus. Amadou Ahidjo n'oublie pas ses débuts au Parlement. Je tiens à vous redire de nouveau, mesdames et messieurs les députés, combien il m'est agréable de prendre contact avec vous et la haute signification que j'attache à ces contacts. Ce qu'exigeait le président
c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions que posaient les députés, même des questions saugrenues. Parce que normalement, parfois, certains députés posent des questions qu'on pourrait appeler absurdes, mais en fait, s'agissant d'un député, d'un élu du peuple, ces questions prenaient une importance particulière. Approuvez-vous le projet de constitution soumis au référendum du peuple camerounais instituant une république une et indivisible sous la dénomination de République unie du Cameroun? Vous devez demain apporter une réponse claire et sans équivoque. Ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. Nous allons passer du système fédéral à un système unitaire, avec la naissance d'une nouvelle assemblée qui sera alors cette fois-ci une assemblée nationale, qui représente donc l'ensemble des populations du Cameroun. En 1982, le président Ahidjo reçoit un bilan de santé alarmant d'un médecin français et décide de démissionner. Suivant la Constitution, le Premier ministre Paul Biya lui succède. C'est le premier chef d'État camerounais non parlementaire. Le jour de la passation de service, nous avons vu les gens pleurer. Mais nous ne savions pas que, après cela, que la vie serait plus facile, et pour les députés que nous sommes, et pour les populations camerounaises. Oui, tout changement fait peur. On ne sait jamais. On laisse quelque chose qu'on a connu et on va vers l'inconnu. Vous savez bien que ça fait peur. Avec l'ère Biya, le monopartisme n'a pas été très sensible. Nous avions une grande liberté de parole. Une très grande liberté de parole. Vous êtes ministre. Quand moi j'ai envie de vous dire ce que j'ai, c'est pas la peine d'aller chercher, mais je vous le dis comme ça. Évidemment, avec tout le respect, j'ai les premiers députés, le bonhomme veut amener son budget, lisez. Pas de question, aucune objection. Que nous étions des applaudimètres. Cette impression date de l'époque française, que le représentant du peuple n'a pas droit à la critique. Il est là uniquement pour enregistrer. En 1985, l'Union nationale camerounaise, l'UNC, est remplacée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui devient le parti unique, avec Paul Biya à sa tête. Celui-ci a certainement estimé que le creuset était assez solide, qu'on ne courait plus tellement le risque de voir le pays se disloquer. Il a donc décidé de tenter une ouverture, d'abord au sein du parti unique, en disant aux gens, désormais, vous pouvez discuter. Chacun peut exprimer son opinion. Lors des élections du 24 avril 1988, on décide que, au lieu d'une liste nationale, plébiscitée, n'est-ce pas, par tous les membres du parti, désormais, on pourra avoir au sein d'un même département, mais tous membres du même parti, plusieurs listes. Alors, le résultat de ces élections sont tels que sur 180 députés, il y a environ 154 qui sont nouveaux. Arrivent donc les années 90. Vous savez, la plupart des pays africains sont sous ajustement structurel avec tout ce que là suscite, n'est-ce pas, comme privation de la part de la population, ce qui va amener un certain bouillonnement social. Dès la session ordinaire de novembre 1990, le gouvernement va déposer sur le bureau de l'Assemblée un certain nombre de textes importants sur les droits et libertés.
sur les partis politiques, sur l'organisation communale, sur la subversion, sur les manifestations publiques, ainsi de suite. Les partis politiques seront à nouveau autorisés à s'exercer au Cameroun. Mais les mouvements sociaux continuent, perdurent. Il faut donc aller aux nouvelles élections. En 1992, il y avait une grande turbulence. Dans le Grand Sud, c'était le SDF. Dans le Grand Nord, c'était l'UNDP. Et à l'extrême nord, il y avait le MDR. Donc pendant le moment de turbulence, tous les hommes ont fui. Personne ne portait même la tenue du RDPC. Mais au moment du 11 février, du 20 mai, c'est seulement moi, Madame Silkam, parce qu'on appelait le RDPC le parti de Madame Silkam. Je prenais mon courage avec mes femmes, je défilais avec la tenue du RDPC. Sur 32 partis ayant présenté des candidats, les élections du 1er mars 1992 permettent l'entrée au Parlement de 3 nouveaux partis en plus du RDPC. Mais aucune majorité ne se dégage. Le RDPC négocie habilement ce tournant et s'allie au parti MDR. Le pari de la démocratie, nous l'avons voulu ensemble. Nous sommes en train de le gagner. Mais notre démocratie est encore à consolider. Nous devons promouvoir dans notre société des mœurs démocratiques et nous imprégner des règles du jeu inhérentes à l'exercice de la vraie démocratie. Il nous faudra surtout apprendre à écouter les autres, à admettre ou à réfuter leur point de vue, sans se laisser aller à la violence et à la haine. C'est une responsabilité collective. Chacun pensait que l'autre était réellement un ennemi en 1992. Je peux vous dire que le règlement intérieur avait à peu près 90 articles. Il nous a fallu 3 jours pour discuter 3 articles. C'est que l'atmosphère de suspicion était totale. Au 4e jour, les membres de la commission, pendant la pause, se sont mêlés entre eux. Ils ont commencé à discuter à bâton rompu du texte. Lorsqu'ils sont rentrés en salle, en 5 jours, ils ont fini les autres articles. C'est après cette expérience que nous avons constaté que nous avons les mêmes préoccupations, mais nous avons des stratégies différentes. Alors le problème s'est posé, est-ce qu'il y a une droite, est-ce qu'il y a une gauche? Je crois que nous avions trouvé une solution qui arrangeait tout le monde et qui voulait que les députés de la majorité gouvernementale s'asseyent à la droite du président de l'Assemblée et ceux qui étaient contraires à cette majorité s'asseyaient à gauche. Donc, nous avons là cette 5e législature qui a voté un certain nombre de textes importants et notamment, donc, comme je le disais, la Constitution de 1996 qui, comme vous le savez, revient sur la structure de l'exécutif, n'est-ce pas, à 2 niveaux, avec un président de la République qui définit et conduit la politique de la nation, un premier ministre chef du gouvernement qui applique la politique définie par le chef de l'État et un gouvernement responsable devant l'Assemblée et une Assemblée, n'est-ce pas, qui légifère et qui peut censurer un gouvernement. Aux élections du mois de mai 1997, le RDPC, avec 116 sièges, obtient une nette majorité. Et le SDF, avec 43 sièges, fait son entrée au Parlement et renforce l'opposition. Pour reprendre les 2 missions fondamentales, n'est-ce pas, du Parlement, la majorité légifère et l'opposition contrôle. Ainsi, se retrouvent donc réunis les 2 missions fondamentales du Parlement. L'opposition majoritaire à l'Assemblée était le SDF. Ils n'avaient pas l'habitude du tout du Parlement. C'est la première fois qu'ils venaient au Parlement. Je dirais même qu'ils n'avaient pas l'habitude des institutions. Vous vous rappelez qu'en 1992, ils ont été absents aux législatives. L'opposition a le devoir d'être présent
et de continuer à se battre pour qu'il y ait des changements profonds pour notre société et notre peuple. L'opposition utilise toutes sortes d'artifices pour se faire entendre, y compris celui de la chaise vide lors des votes de certains textes de loi. L'absence autant que la présence ont une signification politique. Il peut arriver que je me trouve dans l'impossibilité de m'exprimer, que mon adversaire m'empêche de m'exprimer. La meilleure façon pour moi de m'exprimer, c'est de bouger. Là, on va me voir parce que je n'ai pas le droit de parler. On se souvient des marches organisées par le SDF à travers les rues de Yaoundé. Toutes nos propositions de loi sont bloquées, en particulier celle pour laquelle nous sommes à l'Assemblée, la commission électorale indépendante. Donc nous, on voulait simplement aller calmement rencontrer le chef de l'État et lui soumettre un exemplaire de cette proposition de loi en lui demandant instamment d'ordonner que ça soit inscrit à l'ordre du jour de cette session. Les députés sont appelés à exercer la souveraineté avec le président de la République, comme c'est prévu par la Constitution. Le Parlement est appelé à exercer l'autorité d'État avec le président de la République. Je ne vois pas en quoi, moi, je vais aller marcher dans la rue pour aller vers le président de la République.